les nouveaux parcours de lecture et les nouvelles temporalités de la presse. Alors, on a eu quelques petits chiffres sur Médiamétrie que je trouvais intéressants pour initier cette conversation. On s'est rendu compte qu'il y a aujourd'hui 39% de lectures qui se font hors domicile, c'est quasiment 5 points de plus, 7 points de plus qu'en 2014. Donc je parle de chiffres Médiamétrie de 2017, que la plupart des lectures maintenant majoritairement sont digitalisées à 54%, c'était 45% en 2014. Et puis il y a un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que le pic d'audience de la presse papier est décalé d'1 heure par rapport à il y a 3 ans. C'est-à-dire que le pic d'audience de la presse papier, c'est 10h du matin et non plus 9h du matin. Donc ça m'amène à ma première question. Finalement, c'est comment, est-ce que c'est les acteurs qui sont autour de cette table, finalement, comment ils adaptent leur contenu, comment finalement ils s'adaptent à la polymorphie des usages des lecteurs, des internautes, des mobinautes, etc. Donc je propose, Bertrand, démarrer, si tu en es d'accord. Je me suis dit, quand il m'a dit assois-toi à droite, au bord, je me suis dit je vais parler en premier à tous les coups, donc je ne sais pas si c'est bon signe, comme ça me permettra éventuellement de ne pas rendre la parole. Alors, polymorphie des usages. Déjà, j'ai été chercher le nom sur internet pour vérifier que j'avais bien compris. La fois que j'avais entendu parler de polymorphe, c'était dans une série sur les vampires, je ne sais pas si vous l'avez regardé également, mais qui était hyper intéressant, je pense que ça vous parlera. Donc comment est-ce qu'on s'adapte à la polymorphie des usages? Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'adapte pas seulement, mais on la crée, cette polymorphie des usages, et là j'y reviendrai. Donc il y a 2 sujets à mon avis qu'on peut aborder là-dessus. Il y a comme souvent le fond et la forme. Donc je vais évacuer assez vite la forme, parce que la forme en fait elle est très technique, et ça vous a pas échappé qu'on était devenus des groupes qui étaient très techno, et il se trouve que finalement un contenu c'est un objet, c'est un article, c'est un titre, c'est un sous-titre, c'est un chapeau, c'est une photo, c'est une vidéo, etc. Nos contenus sont devenus liquides et qu'on les diffuse ensuite par le biais d'une page papier, d'un écran portable, d'un tweet, etc. Quelque part, c'est plus un sujet, on a beaucoup travaillé techniquement là-dessus. La seule petite adaptation qu'on va avoir à faire, ça va être autour du travail d'édition. Parce que on ne va pas éditer un article pour un quotidien comme on va éditer un article pour le digital. Sur le quotidien, là aussi, la page va former un ensemble. Aujourd'hui, vous avez, je pense que vous avez tous lu une très belle double page dans le Figaro sur les stratégies de communication de Macron qui sont très intéressantes. Les articles se renvoient les uns aux autres, alors qu'un article digital, lui, doit exister par lui-même. On va avoir des problématiques de SEO, etc. Donc c'est surtout dans l'édition qu'il va y avoir qu'on va devoir s'adapter, mais pour le fond, pour la forme, c'est pas un vrai sujet. Le vrai sujet de la polymorphie des usages, il est sur le fond de l'article. Il est à quel besoin on va répondre, et d'abord quel besoin on va créer. Tu l'as dit Thierry, les changements, l'usage a considérablement évolué. On est maintenant les plus lus sur le mobile. C'est pas un hasard. Si on n'est plus lu sur le mobile, c'est pas parce que les gens sont mobiles, c'est parce qu'on fait des contenus qui sont intéressants et qui répondent aux besoins qu'ont les gens quand ils s'informent sur le mobile. Donc on a analysé quels sont ces besoins. Et en fait, le vrai changement qu'il y a eu dans la presse, c'est comment est-ce qu'on a réussi à changer nos habitudes de travail pour répondre à tous ces nouveaux besoins. Et là, on va tomber sur des problématiques de temporalité, et le vrai changement, il va être sur la temporalité. Parce que il va être sur la ligne de vie d'un contenu. Quel est l'objectif d'un contenu? Aujourd'hui, on est obligé de tout faire. Dans le temps, on a parlé de Giscard, etc. Dans le temps, le quotidien, il avait un rythme. Il sortait, il bouclait à 22h, 23h. Il avait 70 contenus à peu près dans un quotidien. Et le rythme était fixé autour de ça. Et ensuite, le rythme de lecture, il a changé, tu le disais, mais il était aussi fixé autour de j'ai mon quotidien, je le lis, etc. Maintenant, tout ça, c'est complètement bouleversé. On est passé de 70 articles par jour à peu près à 500, 600 au total. Donc ça, c'est le vrai changement, il est dû dans la temporalité. Et donc, on a une alerte, évidemment. Si on part du plus court, on est les meilleurs maintenant dans les alertes, dans la presse. Ouais. On a évidemment des tweets, on fait des flashs, on fait des directs, on fait vivre les événements, que ce soit des directs par le biais du texte, par le biais de la vidéo. On rajoute de l'interactivité, on fait évidemment des infographies, on fait des articles simples dans le quotidien. On fait des articles dans les magazines qui répondent à une temporalité, un besoin
prendre du recul, avoir une analyse différente, etc. Et puis on va faire des longs formats, de la vidéo, de leur série. Je vous ai amené, ça sort aujourd'hui, voilà, je fais ma petite promo, passionnant, ça s'appelle un MOOC, hein, on prend des mots anglais, sur les 10 affaires criminelles qui ont marqué la France. Donc là on est dans le temps long, dans ce qu'on appelle notre jargon le temps long, c'est-à-dire qu'on a récupéré les 10 affaires depuis entre 1950 et 2010. Donc on a pris des archives, on est allé piocher dans les contenus du Figaro pour certains 80 ou 60 ans, et puis on a fait travailler Maître Éric Dupond-Moretti qui nous livre son analyse à partir des archives du Figaro sur le regard qu'il jette aujourd'hui là-dessus. Donc ça c'est le temps long ultime. Voilà, et c'est vraiment ça qui a changé, c'est chaque contenu maintenant a un objectif différent. Et sur le fond, il faut qu'on soit capable de répondre à une alerte très simple, et puis qu'on soit capable de sortir des éléments. Et c'est cette réussite-là qui a créé les nouveaux usages et la nouvelle consommation de contenu. On ne l'a pas subi, on l'a vraiment créé. Je me pose la question sur l'Express, qui est un hebdomadaire, et on voit bien que l'usage des consommateurs ou des clients de l'Express, finalement, il n'est pas hebdomadaire. Donc comment est-ce qu'on gère une marque qui s'est inscrite dans une chronologie très claire d'un hebdo à une marque qui finalement est capable d'aller fournir des infos en temps réel? Et comment vous gérez cette chronologie-là? Alors, d'abord, le site de l'Express, il a été créé en 1995. Donc, depuis 1995, l'Express vit sur deux temporalités. Parce qu'évidemment, le site internet ne fonctionnait pas sur une release hebdomadaire de contenu. Il fonctionnait avec une rédac autonome. On a fusionné cette release, c'était un grand chantier de transformation. Et on a fusionné donc la rédaction digitale. Il faut mettre votre micro près de sur le menton. En fait, il faut toucher le menton. C'est mieux comme ça. D'accord, pardon. Donc oui, nous on avait deux temporalités qui étaient liées au fait qu'on avait deux rédactions. Et donc au départ, le digital s'est développé de manière autonome. Et puis le print restait sur sa temporalité hebdomadaire. Aujourd'hui, on sait bien effectivement que l'usage s'est complètement délinéarisé. Et c'est là, pour moi, le grand choc qui rejoint ce que disait Bertrand, c'est qu'en fait, le média print, par essence, est un média linéaire. Il commence avec une couverture, et puis ensuite, il a une certaine hiérarchie d'informations, des rubriques, et tout ça sort à un rythme régulier. Le choc de la digitalisation, c'est un choc de délinéarisation qui est le même que celui qu'on rencontre sur la télévision aujourd'hui. Et donc, pour gérer cette nouvelle cette rupture, on va dire, il y a deux façons pour nous, en tout cas. Il y a une manière qui est réactive, c'est-à-dire qu'on s'adapte à un environnement qui est sans cesse plus complexe. Donc, on va aller chercher des nouveaux lecteurs sur des nouvelles plateformes en s'adaptant à ce que réclame chaque plateforme. On va aller, par exemple, monter une équipe avec des motion designers dans la rédaction pour aller faire du Snapchat. On va insister sur la vidéo parce que Facebook demande de la vidéo, et donc on va creuser, faire venir des spécialistes de la vidéo. On va faire venir des ingé-sons pour demain se lancer sur Alexa. Donc ça, c'est comment on va chercher des nouveaux lecteurs ou des nouveaux points de contact avec nos lecteurs un peu partout, en ajoutant des nouvelles compétences et en étant réactif par rapport aux évolutions du marché, qu'elles soient techno ou qu'elles soient usage. Donc vous assumez le fait que l'Express n'est pas un hebdomadaire? Non, l'Express est une marque média. Ok. Et le dernier point, proactif. On va aussi aller regarder les usages, et c'est là où on va faire, comme disait Bertrand, on va aller créer des usages. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous regardez par exemple la façon dont les gens échangent sur leur téléphone, ils utilisent majoritairement WhatsApp ou des applications conversationnelles. C'est une excellente manière, une conversation, d'appréhender un sujet complexe. On crée un nouveau format narratif chez nous, qu'on a appelé le On en parle, qui est en fait un format qui simule un dialogue entre un lecteur et la rédaction. Et on fait systématiquement, donc tous les jours, on crée comme ça des fils conversationnels qui vont expliquer l'information sous forme de conversation. Et là, on est dans à la fois la nouvelle temporalité, mais aussi le caractère proactif pour aller en miroir, créer, s'inspirer des nouveaux usages pour les recréer chez nous. Et on fait ça aussi sur les newsletters, sur... Alors, vous avez un voisin qui a contribué à racheter un paquet de marques médias, qui pour certaines se portaient plus ou moins bien, on va le dire comme ça, et vous avez dû justement adapter pour sortir, je dirais, ou pour rendre une nouvelle profitabilité à ces médias, intégrer totalement l'évolution des usages et transformer les modèles. Donc le Figaro le fait, l'Express le fait, là vous étiez sur des marques qui n'étaient pas forcément bien portantes. Comment vous gérez ça? Alors merci déjà pour l'invitation.
nous sommes ravis de participer à cette table ronde. Vous vouliez peut-être un petit mot sur Reworld Media, puisque parce que vous allez connaître les marques les marques presse de Reworld Media, mais pas forcément Reworld Media, donc allez-y. Voilà, donc Reworld Media est un jeune groupe dans le paysage des médias, puisqu'on a 5 ans d'existence. On a opéré une croissance par acquisition, donc on a effectivement racheté successivement plusieurs groupes de presse, ou marques de presse, avec cette volonté de les diversifier, de les transformer d'abord vers le digital, et puis de les diversifier pour démultiplier ce que vous disiez tout à l'heure, les supports d'expression. Et évidemment, à l'heure où la presse papier subit un certain nombre de difficultés, on ne peut pas évidemment s'en affranchir totalement. Là aujourd'hui, Reworld Media, c'est 22 marques de presse, c'est un peu plus d'une dizaine de sites médias, c'est 44 millions d'exemplaires imprimés, c'est 480 personnes, 200 millions de chiffres d'affaires. C'est une croissance effectivement qui a été assez rapide, assez conséquente. On a aussi fait l'acquisition en 2017 de la société Trade Doubler, donc là, qui est spécialisée dans la performance digitale. Donc on a vraiment cette volonté de mettre en avant à la fois notre expertise média, mais aussi notre expertise performance digitale. Voilà. Et j'en ai terminé pour la présentation. Parlez-nous de comment vous avez transformé le modèle Marie-France ou même Automoto, moi qui ai été éditeur d'AutoPlus, Autojournal, voilà, ça m'intéresse. Alors effectivement, on a pris le parti de dire que nos marques médias devaient pouvoir se déployer, non pas sur une structure bimédia comme certains de nos confrères, monomédia. Il y a 15 ans, la presse s'exprimait sur un seul support. Aujourd'hui, on considère qu'elle s'exprime à minima sur 4 supports. Le digital, le print, l'événementiel et la vidéo. Donc on a pris le parti de concentrer notre organisation avec une organisation verticale, avec une rédaction en chef qui pilote les 4 supports en même temps. Alors évidemment, ça appelle quelques dispositions, des esprits techniques, etc. spécifiques. On s'est rendu compte, alors on a fait la bascule sur Automoto en janvier 2017, et on leur dit voilà, il faut dorénavant répondre aux besoins d'instantanéité, de volume digital, puisqu'on est sur des modèles de monétisation à l'audience, besoin de volume, mais il faut aussi répondre à sur le support print, la presse, le papier, pouvoir répondre aussi à nos exigences qualitatives et des formats d'articles qui s'adressent à une population spécifique, parce que ce n'est pas exactement les mêmes personnes qui achètent de la presse papier ou qui vont sur le digital. Tout ça, il fallait bien l'intégrer, il fallait que les équipes rédactionnelles l'intègrent parfaitement, chose faite. Et finalement, en réorganisant complètement notre flux de production, on s'est rendu compte que à la fin du mois, quand il a fallu boucler le magazine, ça se nomme boucler le magazine, on avait produit à la fin du mois de janvier l'équivalent de 3 magazines. Et ça a été assez efficace, assez révolutionnaire dans notre modèle, parce que quand il a fallu structurer le print, on avait évidemment un choix beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Alors je ne sais pas s'il y a eu un lien de cause à effet, mais depuis janvier 2017, vous pourrez le vérifier, les chiffres d'Automoto sont partis à la hausse sur la vente au numéro. Donc voilà, on croit beaucoup dans ce modèle et ça nous permet aussi, je suis venu il y a quelques semaines en vos locaux avec notre équipe régie et je me souviens leur avoir dit voilà, vous avez en face de vous la presse qui va bien. La presse avec un grand P, comme vous l'avez mis d'ailleurs dans votre titre, demain la presse comme les hommes avec un grand H, c'est la presse qui se déploie, qui s'exprime sur plusieurs supports et ça aujourd'hui c'est ce qu'on considère nous, comme les vertueux. On va parler de ce que fait Le Monde. J'ai, en introduction, parlé de ce pic d'audience qui s'est décalé d'1 heure. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez créé la matinale sur mobile, par exemple? Et quelle est votre stratégie? D'abord, comment vous écoutez le changement des usages? C'est quoi les insights? Comment vous les repérez? Et puis, qu'est-ce que vous en faites? Bonjour à tous. Donc vous l'avez dit, hein, c'est beaucoup de la donnée, c'est beaucoup de l'investissement, beaucoup de projets. Bon, alors je parle le dernier, hein. Bertrand s'est plaint de parler en premier, alors du coup moi je vais faire des redites, je m'en risque de faire des redites et de vous endormir avec ce qu'ont déjà dit mes petits camarades. Mais non, le gros challenge effectivement sur cette polymorphie, pour reprendre le terme, c'est comment on arrive effectivement à suivre nos lectorats, puisqu'on fait nos lecteurs,
c'est très rare en fait qu'on ait un lecteur qui soit mono-usage. Donc nous, ce qui va nous intéresser en fait, c'est d'être capable de le suivre. Ça, ce sont des choses que Facebook et Google font très bien. Nous, c'est des investissements techniques énormes et c'est une énorme complexité puisque plus on a de support, plus on a de publications, plus il va être compliqué de dire quel est le voyage exact d'un lecteur et quel est son statut, est-ce qu'il est proche, est-ce que c'est quelqu'un qui est très gratuit, est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de l'abonnement, parce que nous effectivement on a un modèle mixte, enfin comme nos amis Figaro et l'Express. Par contre, si vous êtes pub. Donc on travaille à la fois sur effectivement de la puissance, de l'audience, de la monétisation publicitaire ou sur des services, et un modèle sur l'abonnement. En gros, des journalistes, si on leur dit voilà, vous allez avoir une capacité à diffuser et qui va vous permettre de toucher beaucoup plus de lecteurs, il y a peu de journalistes qui n'ont pas envie d'avoir plus de lecteurs. Donc ça déjà, c'est sûr que le numérique, dans la mesure où c'est une promesse d'une diffusion bien supérieure, où on touche un lectorat bien plus important que ce qu'on touchait par le passé, ça c'est très positif. Après, il y a bien sûr tout de suite un réflexe défensif qui est attention, en tout cas dans une vieille maison comme le Monde, mais c'est pareil partout, attention, on ne va pas aller quelque part pour faire n'importe quoi. On va s'adapter, mais on doit y être avec notre ligne éditoriale, ça doit avoir du sens. Alors nous aussi, effectivement, on est sur Snapchat, c'est vrai que quand on associe la même boutique du Monde avec Snap, spontanément, au début, on se dit, oula, il y a peut-être un oxymore. Voilà. Donc on va chercher à chaque fois effectivement à s'adapter, mais à être effectivement sur notre éditorial. Et donc il y a une limite qui est très claire, c'est qu'on produit du contenu haut de gamme. Désolé pour le terme, mais enfin, c'est une production de contenu à haute valeur. Donc c'est pas du contenu généré par les utilisateurs, c'est pas du contenu en fait. Donc c'est quelque chose qui... Donc tout de suite, on va être dans un questionnement sur cette diffusion gratuite. Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous cannibaliser notre valeur? Est-ce qu'elle va être compatible avec notre modèle de production? C'est pas du tout la même chose. Effectivement, si votre service c'est de l'email ou des partages de messages privés ou de chatons, voilà, le coût de production est zéro. Et si votre modèle, c'est de produire du contenu qui est produit par une rédaction d'à peu près 500 journalistes, donc à un coût très élevé. Donc c'est pas du tout le même mode. Donc voilà, c'est ça qui va nous amener en fait à chaque fois à prendre des décisions, à faire des tests. On en a fait beaucoup. Moi je vais parler des succès, je laisserai à Bertrand mentionner nos échecs, comme ça sera plus faire. Mais comme tous les titres, on a fait énormément de tests. Je reprends tout ce que dit Bertrand sur l'adaptation, c'est un gros enjeu d'adaptation. C'est un très gros enjeu de pilotage. Comment une direction des rédactions ou une publication peut arriver à piloter sa production, s'assurer de la qualité de son adaptation sur tous ses supports et que ça soit pertinent éditorialement, pertinent d'un point de vue marketing, pertinent d'un point de vue publicitaire. Donc voilà en termes d'enjeux d'organisation. Et sinon, effectivement, voilà, on a fait beaucoup de tests et on peut dire qu'on en a réussi certains, qu'on en a raté complètement d'autres. De ce point de vue-là, on est assez proche des GAFA qui disent qu'il faut faire fail fast, fail harder. Ça va, on s'est souvent raté aussi. Mais on est très content de nos succès. Voilà. Je vais changer l'ordre pour passer à une question qui concerne l'ADN des marques. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'est parce que les ADN et parce que les lignes éditoriales sont très fortes qu'on peut aller s'exprimer sur d'autres territoires. Et ma question, du coup je vais changer l'ordre, ça va perturber tout le monde. Je voudrais parce que la marque L'Express est une marque qui a été un peu chahutée, etc. Donc je voudrais demander à Arthur, c'est comment finalement on travaille l'ADN d'une marque de presse qui est un hebdo, qui est désormais une marque de presse, comme tu l'as dit très bien. Et comment on bosse ça pour que cet ADN soit fort et que la monétisation de cette force-là puisse finalement se réaliser sur autre chose que le triptyque abonnement, diffusion, pub. Parce que l'enjeu, il est là aussi. Alors, le premier point pour moi, si on veut réussir à se transformer, c'est qu'il faut désacraliser un peu l'ADN, justement. C'est-à-dire que, évidemment, on a un ADN, on a une histoire. L'Express a été créé il y a 65 ans. Alors, la première période de l'Express, tout le monde a un peu oublié, quand l'Express était un journal très engagé, très militant, avec un parti pris politique très fort. La deuxième période du journal, à partir de 1964, quand on est devenu le premier news magazine français, on est devenu un journal sans parti pris fort, mais qui accompagnait de manière très engagée la transformation de la société française. Et on a accompagné comme ça, en mettant en avant les pionniers, les personnes qui créent du mouvement dans la société et la transformer. Maintenant, si on garde cette image, Françoise Giroud, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui est un peu notre héritage historique,
La difficulté, c'est comme disait Julien, quand on arrive sur Snapchat, on fait quoi? Snapchat, on va s'adresser à des gens qui majoritairement ont moins de 18 ans, ne connaissent pas cette histoire-là. Comment on fait? Et ce que j'aime bien dire aux équipes, c'est que moi j'ai des jumelles, donc je suis très sensible aux questions d'ADN, des vraies jumelles. Et quand vous avez des jumeaux, quand vous vous intéressez un peu au truc, vous voyez qu'il y a une science qui s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la science qui étudie dans quelle mesure l'environnement influe l'expression des gènes, altère l'expression des gènes. Et en fait, vous séparez il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, notamment au MIT. Quand vous séparez des jumeaux à la naissance, c'est arrivé, et que vous observez ensuite, alors qu'ils ont le même code génétique, la façon dont ils grandissent dans des environnements différents, vous vous apercevez que le même code génétique va s'exprimer de manière totalement différente selon qu'il était exposé à des facteurs externes. Voilà. Snapchat, l'Express, on est évidemment dans un environnement qui va totalement altérer la façon dont on s'exprime. Un autre environnement, Facebook, ça fait 2 semaines par exemple qu'on est premier en nombre d'interactions par vidéo sur Facebook devant Brut. Pour nous, c'est une immense réussite, parce que si on était resté l'Express dans notre ADN statutaire, on n'irait pas faire des vidéos qui génèrent autant d'interactions. Donc on accepte quelque part de se plier au code de ces nouvelles plateformes et ces nouveaux points de rencontre avec nos lecteurs. Ça ne veut pas dire que derrière on doit abandonner notre ADN. Je reviens, notre ADN il se joue, et notre singularisation elle va se jouer majoritairement sur notre plateforme, avec des formats, des rendez-vous nouveaux qui vont remettre en avant notre mission. Donc c'est comme ça qu'on fait avec eux. La ligne éditoriale du Figaro, en fait j'ai même pas envie de dire ligne éditoriale, j'ai envie de dire la colonne vertébrale qui permet d'aller étendre les bras partout. Je me dis, comment est-ce qu'on la travaille compte tenu de cet environnement bouleversé? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de ligne éditoriale, parce que la ligne éditoriale elle va changer vraiment beaucoup quand on est très factuel à travers une alerte, il y a peu d'analyse. Si on prend un peu plus de recul au sein du magazine ou du quotidien, là il va y avoir, on va dire, une partie éditoriale plus engagée. Donc comment on fait? C'est simple, hein, c'est facile. On part de la marque. On reparlera sans doute tout à l'heure de la marque. Pour nous, c'est essentiel, la marque. Elle a plus de 190 ans, et la marque, elle a des valeurs. Et ces valeurs, elles emportent des droits et des devoirs. Donc il y a des choses qu'elle nous permet de faire, et il y a des choses qu'elle ne nous permet pas de faire. Donc il faut comprendre ça, et il faut respecter l'ADN des valeurs de la marque. Qu'est-ce que c'est l'ADN des valeurs de la marque? C'est de l'information, donc c'est de l'exigence, c'est la qualité de l'information. Ça veut dire que même si on est dans une course à la vitesse, eh ben on s'en fout si on est 3e, 4e, 5e à sortir une info du moment qu'elle est vraie, qu'on l'a vérifiée, etc. Mais je crois que c'est... Voilà, on ne va pas tomber dans des discussions de café du commerce, mais avec toutes les fake news, etc., c'est plus important que jamais. Donc ça, c'est vraiment, c'est avoir la même exigence continuellement à travers la qualité de l'information, de l'analyse, qu'on fasse un tweet ou qu'on fasse la une du quotidien ou du magazine. Et ça, c'est fondamental et c'est vrai, parce qu'on peut pas l'abîmer. Une fois qu'on respecte ça, eh ben on peut tout faire, on peut tout essayer. Alors il y a des champs ou des territoires qui vont être plus faciles ou qui vont être plus accessibles, mais ce que disait Julien est vrai, on teste tout, à la fois dans les supports éditoriaux et sur le reste. Nous, on a choisi, pour continuer à être un média encore pendant les 190 années qui viennent, d'essayer de ne plus être qu'un média. Donc on est parti en faisant beaucoup de digital sur de l'e-commerce, des services, des petites annonces, etc. Et on fait aujourd'hui 70% de notre résultat en dehors des activités purement médias. Et là aussi, à travers ça, on s'occupe des valeurs, on respecte les valeurs du Figaro. Sur les classifieds, on fait cadre emploi, parce qu'on est évidemment plus autour de cette notoriété-là. Sur le ticketing, on a une société qui vend des billets de théâtre, parce que c'est en phase avec l'ADN de notre lectorat, etc., etc. On a racheté des agences de voyage, qui sont des agences de voyage avec des voyages personnalisés, un peu haut de gamme, on va dire avec une structure intellectuelle, une construction, etc. Tout ça, c'est pas par hasard. C'est parce que on décline l'ADN de notre marque qui correspond à ce que souhaitent nos lecteurs, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les retrouve. On parlait des audiences tout à l'heure, on est parti de rien sur le digital, etc. On a été à fond, on a créé l'usage. Aujourd'hui, on a par exemple près de 40% de notre audience qui a moins de 35 ans, alors qu'a priori, c'était pas forcément évident de vous dire l'audience du Figaro, elle est super jeune, etc. On a une audience qui est devenue très jeune, et pourtant, elle a gardé son ADN, elle est toujours CSP+. On a, alors j'ai le chiffre quelque part exactement, voilà, on a 36% de notre audience sur le digital qui est CSP+, contre 25% sur le web. Donc on a réussi à s'émanciper, mais en gardant
les structures de Du notre coup, tu as le sentiment que ta marque Le Figaro, elle est beaucoup plus riche d'un point de vue de nuances, elle s'est enrichie tout en gardant sa colonne vertébrale. Elle garde en tout cas, c'est ce qu'on j'entends le essaie de point de la faire. ligne éditoriale, parce que je suis assez d'accord, mais colonne vertébrale me va bien si ça. Mais oui, moi je trouve incroyablement plus riche, elle est beaucoup plus lue. Hein. On a 25 millions de lecteurs juste sur la marque Figaro entre le print et le web chaque mois, c'était 10 millions de lecteurs ou 8 millions de lecteurs il y a 10 ans. Donc elle est beaucoup plus lue, donc elle s'est ouverte, mais je ne pense pas qu'elle se soit reniée. Voilà, et c'est très important. Si je demande au monde qui, là aussi, a étendu son territoire d'expression, Snapchat, Discover, la matinale, etc., pour y compris s'adresser à des marques, à des audiences différentes et plus jeunes souvent, c'est comment est-ce qu'on garde cette colonne vertébrale qui fait la richesse du monde. Moi, je reçois bien sûr ce qu'ont dit mes camarades. Notre valeur, c'est effectivement notre marque, c'est l'indépendance, c'est le statutaire, c'est le journalisme. C'est ce qui fait qu'on est lu, qu'on crée de la confiance, et ce qui fait qu'ensuite, d'un point de vue publicitaire, par exemple, bien sûr, le marché va pouvoir venir annoncer chez nous. C'est ça qui fait notre valeur. Donc, pour être plus précis, prenons un exemple. Alors, je ne vais pas reparler de Snap, parce qu'on a déjà parlé. Je souscris à ce qui a été dit. Je vais prendre l'exemple de la vidéo, par exemple, où le Figaro est très en pointe. Nous, on a passé beaucoup de temps à trouver ce que devait être le monde sur une écriture vidéo. Voilà, ça n'a pas été évident de prime abord. Parce que justement, du fait de cette colonne vertébrale, qu'est-ce qu'on venait faire? Est-ce qu'on venait montrer de l'image brute? Est-ce qu'on venait montrer du live? Par exemple, je crois que tout le monde sait que l'année dernière, par exemple, des GAFA ont beaucoup poussé les éditeurs à faire du live. Bon, nous, le live, d'abord, ensuite, il y a aussi une question de marché, c'est-à-dire qu'il y a 4 au moins chaînes d'infos en continu en France. Nous, c'est pas vraiment le monde, en fait, de montrer en live une manifestation. On a fait des essais, on a trouvé ça assez déplorable. On était moins bons que les autres, déjà, et puis en plus, on n'avait pas de sens. Donc, on a beaucoup tâtonné. On a fini par trouver, et attention, je ne vais pas dire qu'on l'a inventé, parce qu'on s'est beaucoup inspiré aussi d'autres médias, que le format qui nous correspondait le plus, c'était la pédagogie, ce que les Américains appellent, en anglo-saxon appellent les explainers. Donc on fait j'ai essayé de faire un accent anglais, je ne sais pas si c'était très réussi, mais c'est pas grave. C'était bluffant. Donc explainer. Et voilà. Et donc voilà, donc ça a été assez long. Par contre, on est complètement effectivement dans l'ADN Le Monde, parce que c'est quelque chose qui est très travaillé, où effectivement on produit moins, mais on produit des formats. Donc on a du circuit copy, c'est pas du copy-paste, tout est très travaillé. Voilà. Après, bien sûr, derrière, il y a toute la problématique du modèle économique. Nous, on va beaucoup tester. On va tester aussi à l'avenir de la vidéo pour les abonnés, parce qu'effectivement, sur la monétisation, on sait qu'il y a des problématiques de puissance. Donc là, on est content, on progresse, mais on ne veut pas faire de la puissance pour faire de la puissance. Par exemple, c'est la problématique qu'on a sur la diffusion sur les plateformes. C'est-à-dire que moi, faire des millions de vues sur Facebook, sur lesquels Facebook fait de la pub et où je ne touche que l'ego de mes journalistes, et encore parce qu'ensuite ils voient le taux de complétion, ils voient qu'en fait une vidéo est comptée dès qu'elle a été vue 2 secondes par inadvertance, par quelqu'un qui scrollait. Nous, on cherche, tous les critères de qualité s'appliquent effectivement aussi bien d'un point de vue éditorial, mais après sur le business. Et c'est ce qui rend à la fois la transition passionnante, compliquée, faut pas se le cacher, et voilà, on s'adapte, et c'est pour ça qu'on va plus ou moins vite sur certains supports. Pardon, j'ai été très long. Donc il y a une question, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main pour poser une question. Une petite question par rapport à la vidéo. Il se trouve que j'ai travaillé avec les équipes de Bertrand sur Figaro Live, et je crois avoir entreaperçu un article récent où vous décryptiez l'évolution de votre stratégie vidéo. Oui, tout à fait. Depuis 10 ans. Oui. Et il semblait peut-être intéressant à... Oui, en fait, on a commencé par du desk. Donc des vidéos, ce qu'on appelle le desk, et de reprendre des rushs d'agences ou même certains acteurs où on a même dû nous faire diffuser du prêt à publier de l'AFP ou de Reuters. Ensuite, on a pensé que, comme on avait une rédaction très importante, beaucoup d'expertise, la façon la plus simple en fait de capter cette expertise en vidéo, ça serait d'avoir un studio et de faire venir nos experts sur le studio, les interviewer. Ça a donné des vidéos pas forcément très engageantes pour parler en termes marketing. Voilà, donc on a fait plein de tests. Ensuite, effectivement, on a fait ces tests sur le live.
Et voilà, on a cherché finalement qu'est-ce qui serait intéressant en termes de vidéo. C'était ce format, effectivement, qui est soit un rebond sur l'actualité, soit un temps long, exactement un peu comme ce que tu décrivais aussi sur du print, hein, c'est les mêmes recettes, je veux dire. Voilà, une vidéo qui va être assez atemporelle, comment fonctionne une banque centrale. Voilà. Et ça, on sait qu'effectivement, d'abord, ça va être intéressant à jouer une première fois, mais qu'ensuite, c'est quelque chose qui ramènera de toute façon du lectorat. On croit beaucoup à YouTube, on est assez content de ce qu'on fait avec YouTube, par exemple, sur ce principe de visionnage dans la durée. Et avec, je crois, au final, une grosse intention pédagogique. Exactement, exactement, tout à fait. Je me pose la question sur vos médias, la même question, il faut que j'accélère, c'est ça, la même question, parce que est-ce que vous avez réinventé des ADN de marque, parce que ces marques existaient aussi pour certaines depuis très très longtemps, comment vous gérez cette histoire d'ADN? Non, les attentes de nos lecteurs, elles ont finalement peu changé, les supports ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué, mais les attentes, elles restent les mêmes, les préoccupations, les centres d'intérêt, ça reste les mêmes. Nous, notre parti pris, évidemment, par rapport à notre ADN de marque, c'est de pouvoir... c'est quoi notre ADN de marque? C'est la légitimité, la crédibilité, notre capacité à raconter des histoires, notre capacité à proposer des contenus que les autres ne proposent pas. C'est ça notre ADN de marque. C'est aussi pour cette raison que ça faisait sens pour nous, dès le départ, de se dire on ne peut pas avoir, excusez-moi les caricatures, mais 2 stagiaires qui vont faire le web, et puis on va garder la rédaction print avec ses 30 années d'expérience pour le print. Pardon, c'est là, c'est l'US qu'il faut absolument que ces experts du domaine de l'automobile, du bien-être, de la cuisine, ces experts du jardin, de la rénovation de l'habitat, etc., ces experts, ils doivent pouvoir porter notre parole et l'ADN de notre marque, quel que soit le support, jusqu'à l'événementiel, participent à nos événements. Ça, c'est notre philosophie et je pense qu'elle est importante parce que, vous vous disiez, nos lecteurs, ils sont multiples, ils ont des usages qui changent, en fonction des supports, en fonction des moments de la journée, mais ce dont ils exigent, ce qu'ils réclament, c'est que la qualité de notre contenu soit tenue, servie par des professionnels de la profession. On va parler un peu argent. Hein, on est là, on est des publicitaires, vous voyez, on a l'argent qui déborde de nos poches. Bon. Je voulais juste vous poser, parce que vous êtes en concurrence avec aussi les plateformes numériques, parce que les plateformes numériques savent agréger des communautés en affinité, et que quand vous avez des audiences qui sont bien définies, c'est assez facile, ou c'est plus facile de les monétiser. Donc ma question c'est, est-ce que vous, dans vos médias, est-ce que vous pensez que la façon dont les marques sont, y compris en tant qu'éditeur, est-ce que vous pensez que la façon dont les marques sont exposées, est-ce que c'est le modèle optimal? Quel serait le modèle optimal d'exposition pour les marques dans des médias aujourd'hui? Je peux commencer par répondre pour parler un petit peu de monétisation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de marques, et un des principaux sujets qu'on a, c'est effectivement d'arriver à monétiser ce pari de l'audience. Quand on est un média, on fait 2 paris. On fait un premier pari qui est de dire je vais faire de l'audience avec le contenu. Celui-ci, il est réalisé, mais au-delà de toutes nos ambitions. J'ai repris quelques plans stratégiques qu'on avait il y a quelques années. Il n'y avait aucun plan d'action stratégique qui nous mettait au-delà de 20 millions de visiteurs uniques sur le digital, à 27 millions sur l'ensemble de la marque Figaro, etc. Voilà. Par contre, le deuxième pari du média, c'est d'arriver à monétiser cette audience. Et là, j'ai repris aussi des plans d'action stratégique, et j'avoue qu'il n'y en avait pas un non plus qui disait qu'on arrivait aussi mal, quelque part, ou aussi peu, en ratio audience-rémunération, à le monétiser. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et tu parlais d'histoire tout à l'heure, Stéphane. Dans l'histoire des médias, à ma connaissance, il n'y a pas de média dans lequel une audience massive n'a pas réussi à être monétisée. Donc c'est pas possible, il faut qu'on trouve un moyen de le faire. Et là, je vais reparler de la marque. Vous faites tous du programmatique, hein, c'est le grand mot, beaucoup de programmatique, de plus en plus de programmatique, du ciblage, etc. C'est sûrement formidable, ça a certainement beaucoup d'intérêt, d'efficacité, j'en doute pas. Mais à travers le programmatique, on touche des cibles, mais on ne les touche pas au sein d'un contexte. Et nous, on croit beaucoup au contexte. Et alors, je ne vais pas donner des exemples, la chaussure, la jolie chaussure qui est chez Carrefour, qui est dans une belle boutique avenue Montaigne, on ne l'aperçoit pas de la même façon. Le verre de vin qu'on boit chaud dans un gobelet ou dans un joli verre, etc. Bref, vous connaissez l'importance du contexte, on y croit beaucoup. Et pour l'instant, nous, on voit arriver dangereusement, uniquement, enfin un tout programmatique, ou se diriger vers un tout programmatique,
qui pour nous pose un problème parce qu'il nie le contexte. Et sans contexte, en tout cas pour nous, il y a comme une forme de négation de la marque, il n'y a pas de transfert de valeur entre la valeur de la marque, la valeur de l'annonceur, etc. Ce qui est un peu la base de la publicité, hein. C'était l'association de ces marques et le transfert de la valeur. Donc nous, on milite beaucoup, en tout cas moi, à titre personnel, je pense que évidemment il faut vivre avec son temps sur les modalités d'achat, bien entendu. Il faut peut-être pas non plus sombrer dans le tout. Ça, et le deuxième point, Thierry, après je te laisse la parole, c'est le souci d'omnicanalité, donc le contexte, n'oublions pas le contexte, la marque. Et l'omnicanalité, moi je suis très surpris quand je vous écoute ou quand j'entends les annonceurs, etc. On parle, une phrase sur deux, il y a omnicanal, c'est hyper important, la rupture digitale, on va la traverser en étant omnicanal, 360, etc. On ne le retrouve pas, nous on a le sentiment de l'être, on ne le retrouve pas dans les modalités d'achat. C'est quand même assez... on a des plans qui restent quasiment écran par écran, je parle même pas transmédia, entre le digital, le print, etc. Il y a une belle étude de la CPM One qui montre qu'on a 25 millions de lecteurs sur notre marque, je parle juste du Figaro, par mois, quelque part elle sert à rien, ça part l'afficher dans mon bureau parce qu'on trouve ça joli, on a l'impression qu'elle n'est pas utilisée. Donc le contexte, je pense qu'il faut qu'on travaille plus sur le contexte et n'oublions pas l'omnicanalité. J'entends ce point et je prends le point. Je pense que sur le contexte, je ne vais pas entamer un débat là, mais je pense que... Non, parce que le temps court, donc là, le temps court, c'est deux qui s'expriment, ce sont nos invités qui s'expriment. Moi je voulais juste dire quand même que les datas qui nourrissent toutes les procédures, tout le travail du programmatique sont des datas qui sont de plus en plus riches et qui vont intégrer de plus en plus la dimension contextuelle. Et plus ça ira, plus ça sera comme ça que ça va se passer. Et donc il n'y a pas de doute que le programmatique sera totalement contextualisé. Ce que tu dis, je suis entièrement d'accord sur la valeur de la marque, etc. Et le contexte, c'est fondamental. Et toutes les solutions programmatiques qu'on utilise aujourd'hui chez nous sont exactement faites pour justement valoriser ce contenu. Programmatique, ça ne consiste pas, comme il y a 5 ans, à acheter juste la cible à droite à gauche. Mais ça veut dire que... Non, mais moi ce que j'entends dans ce que dit Bertrand, c'est qu'il faut que... Je ne dis pas que pour le Figaro, mais je pense qu'il y a nos métiers se transforment et il faut que non seulement on soit plus à l'écoute de vos propres transformations, mais que nous-mêmes, on puisse aller vous raconter comment nos métiers, notamment les métiers d'achat, se transforment. Un mot sur ce sujet. Je suis assez d'accord avec Bertrand. Je pense que nous, notre force, c'est la confiance qu'on inspire à nos lecteurs. C'est ce qu'on a bâti, c'est la relation qu'on a bâtie avec eux depuis 65 ans. Il y a le Digital News Report qui est sorti dernièrement, qui nous place 3e, l'Express, en termes de score de confiance, parmi les marques de presse. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on a apporté à un triptyque annonceur-agence. Enfin, dans un triptyque annonceur-marque média-agence. Ensuite, le point important pour moi, pour améliorer l'exposition, et là je reviens sur ton introduction sur l'attention, qui est un autre concept au-delà de l'exposition. Je pense que l'exposition est optimale quand elle se conjugue avec l'attention, en tout cas la capacité à capter l'attention. Et pour moi, là où il y a un effort d'optimisation à faire, c'est sur la construction des scénarios. C'est-à-dire qu'on doit envisager effectivement la première exposition comme étant le point de départ d'un scénario d'interaction qui ensuite va se poursuivre. Je vous donne un exemple très concret, parce que c'est quelque chose qu'on fait à l'Express. On a je ne vais pas citer l'opération, peu importe, mais on démarre avec un site média classique, une proposition média qu'on a construite. On a construit un contexte éditorial pour un annonceur qui veut communiquer sur une dynamique de marché. Et puis là, on va évoluer et on va faire vivre ce contexte média sous forme d'un flash briefing avec ça. Pourquoi ? Parce que c'est un contexte média autour de l'alimentation, que les enceintes d'Amazon, tout le monde a faim. Je parle de nourriture et déjà le buffet s'ouvre. Mais très rapidement, pour dire que les scénarios d'interaction, ils s'enrichissent désormais, et c'est aussi ça qui est passionnant dans cette transition, c'est qu'en fait, on partait d'une exposition qui était une page de pub dans un média papier, et aujourd'hui on est capable de faire des parcours clients et de créer des parcours clients, des scénarios d'interaction extrêmement complexes en fonction de la problématique de l'annonceur, en utilisant tous les leviers qu'on a construits. Et donc pour moi c'est là où l'exposition s'optimise, c'est quand justement elle arrive à allier le contexte avec les scénarios d'interaction qu'elle D'accord. Moi je voudrais poser une dernière question qui est différente de celle que je viens de poser, parce que je pense que tu seras sans doute d'accord avec ce qui a été dit. Je me pose la question de si tu avais un conseil à nous donner, comment est-ce qu'on embarque les plus jeunes d'entre nous, en plus les jeunes, enfin on est tous
très jeune, mais voilà. Alors, comment on embarque les plus jeunes d'entre nous dans cette compréhension des réinventions que vous menez pour justement en faire les ambassadeurs? Merde, c'est vrai que la question est plus dure. C'est facile de faire l'état des lieux, c'est plus compliqué d'avoir un plan d'action en fait. Hein. Je sais pas, vous avez des tuyaux? Non, bon alors, effectivement, moi je partage le constat qui a été fait. Après, que ça soit une vente programmatique ou gré à gré, nous la réserve qu'on va avoir sur le programmatique, c'est juste une inquiétude en fait on est très attaché au contexte, pour la valeur en fait commerciale, que s'enchaînent des choses trop disparates. Voilà, c'est plutôt ça qui va. Donc c'est vrai qu'on est sur du gré programmatique de gré à gré ou bien sûr sur du gré à gré classique. On a un sentiment qu'on va pouvoir être beaucoup plus sélectif, ce qui correspond beaucoup mieux à notre modèle, qui est un modèle de vente chère pour du contenu de qualité chère. On a une très forte reach, mais on n'a pas effectivement les puissances et les inventaires de nos amis Facebook GAFA. Je pense qu'on est, il ne faut pas se leurrer, on est effectivement en difficulté sur la donnée par rapport à là où sont des acteurs comme Google et Facebook. On s'est aussi fait piller la communauté, parce que notre valeur, bien sûr, c'est l'information, mais c'est surtout l'appartenance. On l'a déjà dit, mais c'est une manière de le reformuler. Moi, je souscris complètement à ce que disait Bertrand. Par exemple, la diversification d'un groupe comme le Figaro du Monde, c'est un ensemble cohérent. Donc, et c'est aussi retrouver effectivement ce qu'est un média. Un média n'est pas que de l'information. Il y a une fameuse étude qui avait été faite auprès du lectorat de l'IB, et dans lequel était classé en premier service rendu le courrier des lecteurs. Là, forcément, la rédaction a fait un peu la gueule, mais bon, là, c'est comme ça, c'est la communauté, c'est l'appartenance. Donc moi, ce que je peux juste dire, c'est qu'on a besoin de vous. Sur le Chasseur français, ouais. C'était les petites annonces. Exactement, exactement. On ne compte pas un énorme impact dans la natalité française. On ne remerciera jamais assez de chasseurs français. Donc ce que je peux juste vous dire, c'est que oui, on a besoin de vous, et je pense qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin effectivement de maintenir cet écosystème. On travaille énormément effectivement avec vous sur des solutions qui nous permettent d'être différenciés. On sait que c'est parfois beaucoup plus compliqué, enfin c'est plus... Voilà, si Elisabeth m'entend dire ça, c'est plus compliqué parfois de travailler avec nous que de travailler effectivement avec des GAFA, mais à l'arrivée, c'est pas le même sens. Alors je sais bien qu'on veut tous donner du sens à notre travail, ce n'est pas du tout le même sens, ce n'est pas du tout effectivement la même valeur. Je pense qu'on a tous besoin de maintenir ce modèle à très haute valeur, parce qu'on n'a pas vocation à ce qu'effectivement il y ait un duopole à l'arrivée qui ne soit plus que sur de la vente, effectivement à la découpe, très bien ciblé, mais à très faible valeur unitaire. Nous avons tous besoin de ça. Donc moi, je suis prêt à faire toutes les campagnes de sensibilisation auprès des jeunes dont vous parliez, parce que je suis plus si jeune que ça, malheureusement. Et donc être plus concret, le travail avec la régie. Voilà, mais c'est effectivement une prise de conscience. Je pense qu'on est vraiment, c'est pas nous la presse et vous, effectivement, secteur, nous sommes complètement alliés et liés les uns aux autres sur ce secteur. Donc je comprends tout à fait ce qui fait effectivement la réalité de votre business actuel et qui, pour nous, parfois peut poser des angoisses quand on voit à l'arrivée effectivement l'évolution de notre chiffre, notre CA publicitaire, mettons des mots clairs, hein. Mais on évoluera et on réussira ensemble. Voilà. Un dernier mot, Germain. Bravo. C'est toujours Bertrand qui fait le bad cop, moi j'arrive après. Voilà, c'est un numéro rodé. Un dernier mot peut-être pour les futures générations. Bon, nous, la monétisation de notre audience, évidemment, c'est un sujet important chez nous. On a un peu plus d'une trentaine de leviers de monétisation de nos audiences. Je ne vais pas tous les citer ici. Et là, je rentre dans un avis plus personnel. Je fais un petit pas de côté par rapport à la fonction. Je pense qu'il y a évidemment des ficelles possibilités qui sont gigantesques face à nous quand on parle de digital. Aujourd'hui, l'espace est assez contraint parce que finalement, il est piloté par des aspects techniques pour justement pouvoir gérer cette monétisation, cette automatisation de monétisation. Voilà, donc on sait aussi que c'est dans la contrainte que le talent jaillit, donc là c'est le message aux futures générations. Je pense qu'il y a énormément de choses encore à créer et à développer. On est encore presque à l'ère glaciaire de toutes ces choses qui fonctionnent déjà de manière assez efficiente. Donc voilà, ce sera... Amusez-vous, quoi, éclatez-vous, il y a plein de choses à faire. Il est l'heure, il faut qu'on s'interrompe. Moi, je voulais juste d'une part vous remercier, dire que je pense qu'il y a on le vit avec nos clients. Je pense qu'il y a une problématique d'écoute. Je pense qu'il faut qu'on s'écoute plus, il faut qu'on se parle plus. Quand je dis, c'est pas qu'il faut qu'on se parle plus, il faut qu'on s'écoute plus. C'est pas tout à fait la même chose.
pour comprendre que nos métiers évoluent très vite, que vos métiers évoluent très vite. C'est pas parce que des marques ont 150 ans qu'elles n'évoluent pas. D'abord parce que si elles n'évoluent pas, elles vont disparaître. Donc je pense que c'est dans la qualité d'écoute qu'il faut qu'on bâtisse demain la presse. Moi j'ai retenu un truc quand même, c'est qu'il y a du business à faire dans la monétisation de l'ego. J'ai trouvé que c'était intéressant comme concept. Je pense qu'on peut peut-être créer une petite start-up. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous avez vu, Maurice Lévy il a interrogé un gars qui était Mark Zuckerberg. Moi j'en ai interrogé 4 quand même. Je trouve que vous pouvez vous applaudir pour ça. En tout cas,